tout, et partout dans le monde. Et elle peut être de bonne aloi, et elle peut être un, un moteur au travail aussi, un moteur à la réussite, à la découverte, à l'invention, enfin, etc. L'univers des sciences, RCF. Ça dépend comment on prend les choses finalement, surtout pour les enfants. Si on se met dans une optique de battre et d'écraser l'autre, vient le stress, le mauvais stress finalement. Mais si on se met dans une optique de compétition pour être le meilleur, pour donner le meilleur de soi au service d'eux, des hommes, de la connaissance, là ça change tout finalement. Oui, naturellement, oui, bien sûr. Mon père était donc scientifique. Et il était chercheur avant tout, il était enseignant aussi. Il a commencé au collège, au lycée, où il était donc prof de physique-chimie, et après à une thèse qu'il a passée courageusement après la guerre. Il était quand même plus très jeune. Il était de 1910, ça situe les choses. Il est passé à l'université, donc il a enseigné ensuite à l'université de Nancy jusqu'à sa retraite. Et, et il publiait donc ses travaux originaux à l'Académie des sciences. Donc j'étais fasciné, moi, par l'Académie des sciences, les notes à l'Académie des sciences, et c'était non pas un but dans l'existence, mais j'avais envie, quand j'étais tout petit, de devenir savant. J'emploie le mot volontairement, hein, bien sûr, entre guillemets, mais savant, ça m'impressionnait. C'est drôle comme but quand même, que si tu veux être savant. Et aujourd'hui, on dit scientifique, c'est quand même plus modeste, et puis la communauté des savants est devenue une communauté scientifique beaucoup plus riche, alimentée et nombreuse démographiquement. Et j'avais quand même un souci, un regard tendre vers l'Académie des sciences, où finalement j'ai publié beaucoup et où je suis entré dès 1980, je sais plus, 83. Oui, donc j'y suis arrivé, mon père non en fait, mais mon père il a été couronné, et puis il a fait beaucoup de travaux qui ont été publiés par l'Académie, etc. Mais donc il y avait un souci, si vous voulez, dans cette compétition, de devenir en effet bon, et il n'y a pas de mystère. On devient bon quand on travaille, et quand on travaille beaucoup, et quand on travaille sans cesse, et quand on fait de la recherche, il n'y a pas de mystère non plus. Il faut tout lire pour être au niveau de ce qui est connu, pour découvrir ce qui n'est pas encore connu. Votre papa, quel était son prénom pour donner peut-être un nom sur une image ou plutôt un son radiophonique? Mon père s'appelait René Coppens. Et quand vous êtes devenu bon, enfin je veux dire quand vous êtes rentré à l'Académie des sciences ou quand vous avez commencé votre activité donc de scientifique, de publier dans des revues, votre père a dû forcément être à la fois fier et ému, on imagine. Est-ce qu'il est venu vous voir sur les lieux de travail? Et qu'est-ce qu'il vous disait de ça? Est-ce que... C'est-à-dire qu'il me disait souvent, tu n'es plus le fils de ton père, c'est moi qui suis le père de mon fils. Ouais. Et c'était très, très impressionnant. Et lorsque j'ai eu la Légion d'honneur, quand j'étais chevalier de la Légion d'honneur, enfin c'est un petit détail, mais c'est un détail que je trouve sympathique, j'ai demandé à mon père de me la remettre. Et il a été très sensible au fait que, au lieu de choisir, je sais pas quoi, un ministre comme on le fait quelquefois, ou un supérieur hiérarchique pour des raisons d'intérêt évident, j'ai choisi mon papa. Alors j'ai de belles images de mon père. Il a fait un joli discours ce jour-là, c'était très, très joli, très émouvant, et il était ému sans le laisser paraître. J'avais peur qu'il ne laisse paraître et que ça se termine dans des sanglots, ça aurait été effrayant. Non, c'était très digne. C'était un homme de l'ancien temps, enfin. Oui, et ça a dû se faire en 87, je crois. Et c'était ici, dans le grand amphi de la Sorbonne, puisque j'ai reçu en même temps mon épée d'académicien.
des mains de Georges Millot, qui était professeur à Strasbourg, et dont une des filles se trouvait sur le bateau dont je débarque. C'est rigolo, hein? Votre épée d'académicien qui vous a certainement servi à faire quelques duels ici dans les rues de Paris, j'imagine? Oui, bien sûr. Non, elle est précieusement rangée parce que elle est dangereuse. Non, pensez-vous, elle coupe comme mon genou. Mais je l'offrirai à mon fils. Pour terminer, Yves Coppens, cette deuxième émission, rappelez-vous de vos 17 ans, donc on est en 50, pardon, excusez-moi. Est-ce qu'on est sérieux quand on a 17 ans? Vous étiez timide? Est-ce que vous aviez du succès auprès des filles? Un grand sujet pour vous? Oui, c'est un grand sujet, oui, ça a toujours été un grand sujet d'ailleurs. Mais j'étais très bosseur, et je suis frappé à distance comme ça, parce que c'est difficile de se souvenir de tout, de m'apercevoir que je fréquentais la bibliothèque et le musée de la Société polymatique du Morbihan, dans ce petit château Gaillard qui est au cœur de la ville de Vannes, au cœur de la ville médiévale de Vannes, un château du XVe siècle, qui est encore bien beau. Et j'y venais travailler, et on me donnait gentiment la clé, alors que j'étais mineur, j'étais quand même un gosse, quoi. Non pas la clé des vitrines, mais la clé du musée et la clé de la bibliothèque. Et j'y venais seul, c'est-à-dire que je n'ai jamais eu l'idée d'y faire venir une fille. C'est dommage d'ailleurs, parce qu'on aurait été très, très tranquille. Mais pas du tout. Mais bien sûr que j'avais un regard intéressé vers les filles, et que ce regard n'a pas cessé. Je suis toujours ébahi, admiratif, étonné devant ce que peut représenter la femme pour un homme. Merci Yves Coppens pour cette deuxième émission. On se retrouve pour Merci pour cet aveu. On se retrouve donc la semaine prochaine pour continuer donc notre entretien. Merci Yves Coppens. À la semaine prochaine. À bientôt.